C'est le moment de notre conférence invitée, où nous avons pour habitude de nous adresser souvent à des sujets d'ordre philosophique ou bien scientifique. Alors j'ai choisi, puisque j'avais le choix en tant que président, j'ai choisi la science, et même, vous allez le voir, l'hyperscience. Mais, in fine, les sujets se rejoignent souvent. Et on peut faire référence à Blaise Pascal, auteur des fameuses pensées, mais aussi ancêtre de l'informatique, voire des algorithmes, avec ses calculs de probabilité. J'ai le grand honneur, et nous avons l'avantage de recevoir Madame Pascale Senelard, Académie des sciences, directrice de recherche CNRS, Centre de nanosciences et de nanotechnologie à Paris-Saclay, professeure à l'école polytechnique, cofondatrice de la société Candela et récemment nommée au Conseil présidentiel de la science, composé de 11 autres membres, où vous siégerez à côté de 2 prix Nobel, dont M. Alain Aspect, je crois que vous êtes élève. Madame Senelard, je vous donne la parole. L'informatique quantique, principe, enjeux et applications dans les métiers de la santé. Une nouvelle révolution technologique nous attend. Alors on va fermer la lumière. Ah voilà, super. Oh là, pas complètement. C'est comme l'informatique. Ah, c'est pas quantique du tout, d'accord. Ok, bah très bien. Mettons-nous dans le noir. Ah, ça va être intéressant. Vous m'entendez comme ça? C'est bon? Ouais. Plus près du micro. Oui, mais je suis petite, moi. Ok, voilà. Très bien. Et alors, attendez, je vais voir si je peux prendre une souris pour montrer des choses. Non. Voilà. C'est bon? Très bien. Écoutez, c'est un grand honneur. Merci de me recevoir. Je suis très impressionnée devant cette assemblée. Très près du micro, mais je ne peux pas m'approcher plus. Voilà. Là, c'est bon? Voilà. Et donc, je vous remercie. C'est vraiment un grand honneur de présenter devant vous. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous donner une idée d'une technologie qui émerge depuis, je dirais, une dizaine d'années et qui sont en plein essor. On parle de technologie informatique et quantique. Je suis donc au Centre de nanosciences et de nanotechnologie à Saclay. Vous voyez, on a une immense salle blanche de 2800 m² académique pour fabriquer des nano-objets, pour sculpter la matière. Et en 2017, j'ai effectivement cofondé et je suis conseillère scientifique d'une start-up qui s'appelle Candela, qui développe une première machine de calcul quantique. Alors, je vais préciser tout ça en commençant par peut-être des choses que vous connaissez mieux. Les mots nanosciences et nanotechnologie vous parlent peut-être plus que tout ce que je vais vous raconter ensuite sur l'idée qu'on peut sculpter la matière à l'échelle nanométrique pour faire un certain nombre de fonctionnalités. Donc, dans notre laboratoire, on a 4 départements, un département photonique, un département matériaux, un département nano-électronique et un département nano-biofluidique. Dans ce dernier département, il y a des objets que peut-être vous connaissez, comme des nanorobots, des petits objets, des petits nageurs qu'on fabrique à l'échelle nanométrique pour se déplacer et réaliser des fonctions chimiques sur des puces intégrées ou par exemple la culture de cellules sur puces, etc. Le leitmotiv du laboratoire, c'est vraiment de sculpter et d'étudier la matière à l'échelle nanométrique. Et je rajoute avec les outils de la nanoélectronique. Donc là, je vais m'éloigner probablement un petit peu de votre monde. On est très loin de la chimie. On est vraiment dans les technologies qui sont au cœur des processeurs qui font les ordinateurs actuels. Avec ça, en fait, je pourrais faire un pont entre la nature nanométrique de la matière et la physique quantique. Les phénomènes quantiques émergent quand on commence à sculpter la matière à l'échelle de quelques atomes, quelques dizaines de milliers d'atomes. Malgré tout, il n'y a pas une bijection entre quantique et nano. On peut faire beaucoup de choses avec des nanos-objets qui exploitent en fait extrêmement peu de la physique quantique. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les deux aspects, comment on peut avoir une première révolution quantique et une deuxième révolution quantique, une que vous connaissez très bien et une qu'on est en train de préparer. Et donc dans ce laboratoire, il y a 2 thèmes qui s'approchent des technologies quantiques telles que je vais vous les expliquer. C'est la nanophotonique quantique et la nanoélectronique quantique. Alors, allons-y.
discutons de physique quantique et de révolution technologique. Et s'il vous plaît, je vois que l'Assemblée, comme on est en rond là, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à le faire, ça sera plus efficace. Alors, la mécanique quantique nous a appris, au début du XXe siècle, que toute onde... Ah, il y a des petits problèmes en passant de Mac à PC. La mécanique quantique nous a appris que toute onde est à la fois une particule, et toute particule est une onde. C'est très différent de considérer la matière comme une onde ou de la considérer comme une particule. À gauche, si j'envoie des balles de tennis à travers deux fentes, on sait que chaque balle doit choisir, va passer soit d'un côté, soit de l'autre. Ça, c'est la notion de particule. À droite, si je considère la matière comme une onde va pouvoir se propager comme une onde sur la surface d'un étang dans lequel j'ai jeté un pavé, sous forme, en remplissant tout l'espace, elle va pouvoir, comme c'est illustré sur mon petit dessin à droite, passer par les deux fentes à la fois. Cette deuxième situation, où vous voyez, à travers les deux fentes, donne lieu à des phénomènes complexes qu'on appelle les interférences, puisqu'on va avoir les deux ondes qui vont générer d'autres ondes qui vont toutes s'additionner ou se soustraire les unes aux autres. Ça, c'est la dualité onde-corpuscule. C'est la première chose que nous a appris la mécanique quantique. Et la première conséquence, c'est ce qui donne le nom à la discipline, c'est ce qu'on appelle la quantification des niveaux d'énergie. Alors on le sait bien, aujourd'hui, dans les atomes, les niveaux d'énergie des électrons sont discrets, dans des molécules, en chimie, etc. aussi. Ce qui est très différent de la mécanique classique. En mécanique classique, si j'ai une particule dans un puits de potentiel, elle va pouvoir avoir n'importe quelle énergie dans ce puits de potentiel. C'est comme mon petit pompier sur sa barre, ici, qui va pouvoir être à n'importe quelle hauteur de cette barre. Dans le monde quantique, on a des niveaux d'énergie discrets. Ça veut dire que ma particule, dans ce puits de potentiel, va pouvoir prendre un certain nombre de niveaux d'énergie précis, et cela seulement. L'équivalent avec l'échelle du pompier, maintenant c'est une échelle. Avec la barre, maintenant c'est une échelle. On a des marches. On peut avoir simplement quelques niveaux d'énergie. Et en fait, mathématiquement, il n'y a pas grand-chose derrière ça de plus que les équations qui permettent de définir les résonances d'une corde de guitare. C'est parce que la particule dans le puits de potentiel est aussi une onde, et que cette onde, quand elle est tenue aux deux bords comme dans une corde de guitare, va pouvoir résonner seulement à quelques fréquences, quelques notes. C'est exactement la même chose qui définit les niveaux d'énergie quantique. Alors pour illustrer sur quelque chose que peut-être vous connaissez bien, je vais prendre un exemple de quantification des niveaux d'énergie, de nanoparticules que vous connaissez peut-être, qui ont été récompensées par le prix Nobel cette année, des boîtes quantiques qui sont réalisées par synthèse chimique. C'est des petits amas d'une dizaine, vingtaine, centaine d'atomes qui se comportent, on y reviendra, comme des atomes uniques et qui ont des niveaux d'énergie quantifiés, ce qui fait qu'on peut leur donner, on peut leur faire émettre de la lumière de toutes les couleurs, du bleu, jaune, rouge, etc., en contrôlant la taille, en fait, de ces petits objets. L'utilisation de ces niveaux d'énergie quantifiés, c'est ce qui a été au cœur de la révolution qu'on a connue au milieu du XXe siècle. C'est ce qui est derrière le transistor, le laser, la diode laser et le GPS, via les horloges atomiques par exemple. Et si on résume en fait ce qu'on a exploité au niveau physique fondamental pour faire tout ça, tout ce qui a complètement révolutionné notre quotidien, on a en gros utilisé le fait qu'il y a des niveaux d'énergie discrets. D'accord? C'est tout. Qu'il y a des niveaux d'énergie discrets et qu'on est capable de les créer à volonté, de les sculpter, avec les outils par exemple de la microélectronique. La deuxième révolution quantique dont je vais vous parler maintenant, en fait, ambitionne d'exploiter des phénomènes beaucoup plus subtils de la mécanique quantique qui sont ceux qui ont fait débat au début du XXe siècle, notamment entre Einstein et Bohr, sur la nature profonde de la matière qui nous entoure. Je vais revenir sur ça pour commencer en revenant sur cette image d'une particule qui est une onde à la fois et qui peut passer à deux endroits à la fois. Si je dis que sur mon écran maintenant mes deux fentes, je leur donne le nom 0 et 1, vous voyez que parce qu'elle peut passer par les deux endroits à la fois, je ne vais plus avoir nécessairement l'encodage d'une information en termes de 0 ou de 1, mais je vais pouvoir avoir n'importe quelle superposition de 0 et de 1. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle des bits d'information qui valent 0 ou 1, qui sont en gros l'équivalent de l'interrupteur de la lumière dans cette pièce, je vais pouvoir avoir n'importe quelle superposition de 0 et de 1, un continuum de gris, que je vais encoder sous la forme alpha 0 plus bêta 1,
avec des petites règles de mathématiques qui dit que tout ça en fait va se retrouver sur une sphère. Oups, pardon, il y a des... Voilà. Si je fais une représentation, par exemple, du globe terrestre, dans le monde de l'information actuelle, quand on code l'information sur 0 ou 1, on utilise en gros le pôle nord et le pôle sud pour définir ces deux états possibles. Dans le monde quantique, on va pouvoir utiliser toute la surface du globe pour encoder l'information. Vous voyez tout de suite déjà le potentiel qu'on va pouvoir en tirer parce qu'on va pouvoir avoir un espace pour encoder l'information beaucoup plus grand. Donc ça, c'est le premier ingrédient qu'on va exploiter dans cette deuxième révolution quantique. On ne va pas juste dire, bah, ok, j'ai des états qui sont soit 0, soit 1, des niveaux quantifiés, mais on va gérer des superpositions quantiques de ces deux états. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Alors je vais l'illustrer avec un exemple très simple. Si je lance une pièce de monnaie, elle va tomber soit pile, soit face. Elle peut aussi tomber sur la tranche des fois, ça peut arriver. Dans le monde quantique, l'intrication décrit une situation physique dans laquelle je lance deux pièces de monnaie, mais je suis capable de les mettre dans un état quantique que je décide, qui fait que quand elles tomberont forcément toutes les deux piles, ou toutes les deux faces, ou toutes les deux sur la tranche, mais toujours de la même façon. D'accord? Je ne sais pas quel est le résultat, mais elles tomberont toujours de la même façon. Et c'est le mystère de l'intrication que ces deux pièces de monnaie ont un destin conjoint, si vous voulez. Alors pourquoi c'est fascinant et intéressant en même temps? Donc c'est fascinant, il y a eu beaucoup de débats scientifiques pour comprendre est-ce que Dieu joue au dé? C'était la façon dont les choses étaient exprimées à l'époque. Donc il y a énormément de choses sur cette question et c'est ce qui a valu notamment le prix Nobel à un aspect qui a répondu à une partie de cette question en faisant des expériences tout à fait pionnières. Mais d'un point de vue aussi pratique, puisqu'on parle aujourd'hui de révolution technologique, comment on peut imaginer que ça peut changer complètement notre façon d'appréhender le monde? Eh bien, mettons que moi j'ai deux pièces de monnaie, je vous en envoie une et je vous envoie l'autre. Moi, je n'ai aucune information entre mes mains, je les ai mis dans cet état-là, où elles peuvent tomber toutes les deux du même côté, elles vont tomber dans vos mains, forcément de la même façon. Je ne sais pas si vous allez avoir tous les deux piles, tous les deux faces, ou tous les deux sur la tranche de la même façon, mais vous partagez la même information, sans que moi, je n'ai aucune connaissance de cette information. Et là, vous voyez apparaître quelque chose qui est la notion de sécurité, qui serait garantie par les lois absolues de la mécanique quantique, qui fait qu'on ne peut pas prévoir le résultat, mais qu'on est absolument certain que vous partagez le même résultat. Alors j'ai mis un petit dessin en bas à droite, c'est une expérience qui a été réalisée par une équipe chinoise en 2017 qui a utilisé ce phénomène pour envoyer dans l'espace un satellite, envoyer bien sûr pas des pièces de monnaie mais des photons qui étaient dans cet état quantique très particulier qu'on appelle intriqué, qui a envoyé des photons à quelques milliers de kilomètres de distance l'un de l'autre sur Terre. Et les gens qui étaient en bas ont pu mesurer que le photon avait la même polarisation systématiquement. Et donc ont échangé une information avec une sécurité garantie par les lois de la mécanique quantique. Voilà, ce deuxième phénomène, donc comme je le disais, d'intrication, a été au cœur du prix Nobel de l'an dernier, donc partagé par Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, qui ont tous les trois fait des expériences fondamentales, se rapprochant petit à petit chronologiquement dans le temps vers des applications. J'ai écrit en bas une équation, c'est la seule, pour montrer comment on écrit ce genre d'état. C'est un état où on a deux particules A et B, les deux sont dans l'état 0, plus, ça veut dire et, les deux sont dans l'état 1. Et c'est en fait finalement encore une superposition quantique. Alors ces deux propriétés, la superposition de 0 et de 1, et puis cette intrication entre des particules, on a, pendant un siècle, essentiellement pensé qu'on ne pourrait jamais les maîtriser dans les laboratoires, ni finalement en tirer des applications, puisqu'on pensait que c'était que des expériences de pensée au départ. Alors, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, moi quand je suis rentrée au CNRS, c'était il y a exactement 20 ans, oui, il y a eu des hauts, des bas, on était très pessimistes sur l'idée qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. Et puis en fait, depuis 10 ans, les progrès scientifiques sont remarquables. Il y a 4 grandes catégories d'applications qui sont maintenant envisagées, qui sont poussées à grande vitesse au niveau international, qui ont des enjeux énormes, comme je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez.
4 grandes catégories. La première, c'est les communications quantiques que je viens d'illustrer avec mon satellite et mes photons intriqués. Le calcul quantique, dont je vais vous parler. Les capteurs quantiques, est-ce qu'on peut avec ça faire des capteurs de pression, de champs magnétiques, d'électricité, etc., beaucoup plus précis. Et une dernière catégorie qui, à mon avis, va apparaître, que je ne vais pas mentionner, qui s'appelle la simulation quantique, qu'on peut voir comme un calcul quantique analogique. Donc dans cet exposé, j'ai décidé de vous expliquer un tout petit peu comment fonctionnait un ordinateur quantique, à quoi il peut servir. Le domaine d'application est très large. Et puis dans une deuxième partie, illustrer aussi un petit peu, alors c'est moins mon domaine d'expertise, mais quand même essayer de vous donner une idée aussi de ce qu'on peut faire du point de vue des capteurs quantiques. Alors qu'est-ce que sont ces ordinateurs quantiques? Vous avez sûrement entendu dans les nouvelles, dans le journal, on entend de plus en plus souvent des premières internationales sur le calcul quantique. Et je vais prendre une image absolument simple pour illustrer comment ça marche. Bien sûr, elle est simplificatrice, mais elle me permet de donner l'essentiel de la philosophie. Je vais prendre un petit personnage au milieu d'un labyrinthe. J'imagine que dans le monde classique, je vais faire sortir ce petit personnage comme vous et moi cherchons la sortie d'un labyrinthe. Ce petit personnage va donc devoir séquentiellement parcourir tout le labyrinthe. À chaque intersection, on va devoir choisir d'aller à droite, en face, à gauche, noter tout ça et explorer séquentiellement le labyrinthe et trouver la sortie en un temps finalement assez long et pas très efficace plus on grandit la taille du labyrinthe. Dans le monde quantique, comme je vous l'ai dit, il y a des superpositions. Et donc, la particule, dans le monde quantique que je mets au milieu, à chaque intersection, va pouvoir aller à droite et à gauche à chaque étape. Et finalement, va explorer le labyrinthe complètement parallèlement, simultanément. Donc on voit bien ici, avec cette image très simple et encore une fois simplificatrice, mais malgré tout, elle illustre bien, la sortie va être trouvée beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça dont on parle d'un espèce de parallélisme qui est très subtil. Et une des subtilités, pour vous montrer un petit peu dans l'univers dans lequel on évolue, je dirais un inconnu assez important, une des particularités de cette façon de faire du calcul est illustrée sur ce petit comics. Si on demande à un ordinateur quantique de faire un calcul, il va vous donner une réponse. Si vous lui demandez comment il a fait, il va vous dire « je ne peux pas te dire ». Il y a une raison très fondamentale sur ça, que je veux illustrer ici, c'est que la superposition quantique, le alpha 0 plus bêta 1 qui permet au personnage d'aller à droite, à gauche, etc. en même temps, c'est un phénomène extrêmement fragile. Il est dans une superposition 0 ou 1, comme quand je vous ai donné vos deux pièces, elles peuvent tomber toutes les deux pile ou face, mais une fois qu'elles sont tombées, elles sont bien pile ou bien face dans vos mains. C'est pareil pour le alpha 0 plus bêta 1. Si j'essaye de dire à l'ordinateur, alors t'es passé à droite ou t'es passé à gauche dans le labyrinthe, il est plus superposé. Il est soit à droite, soit à gauche, mais il est soit à droite, soit à gauche. Il est plus et droite et gauche. Ça veut dire que je ne peux pas interroger le calcul en route. Ça veut dire qu'on ne peut pas, si certains d'entre vous ont joué à coder un jour, essayer de comprendre quelles sont les erreurs dans votre code en le faisant partiellement, on ne peut pas couper le calcul en route, parce que le couper en route, c'est juste enlever le phénomène qui nous intéresse. Et puis d'une manière un peu plus fondamentale, qu'est-ce qu'une mesure? La mesure, c'est par exemple le fait que vous avez attrapé avec votre main ma pièce, vous êtes un objet physique de grande taille qui n'est pas quantique. Donc la mesure, c'est l'interaction entre cet objet très quantique avec une personne comme un instrument de mesure, un voltmètre, qui n'est pas du tout quantique, qui est beaucoup trop gros. Et donc en fait, on peut faire une mesure sans le vouloir de ces particules. Et donc c'est très fragile. Si je reprends l'image de mon petit personnage, une mesure peut être le fait qu'il trébuche dans son labyrinthe. Le fait qu'il trébuche fait qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est exactement ça qui va tuer cette superposition de 0 et de 1. Alors ce calcul quantique, vous pouvez probablement l'imaginer avec ce que je viens de dire, c'est un calcul très spécial qui ne va pas accélérer tous les problèmes qu'on a. Il va pouvoir permettre de rendre des calculs beaucoup plus efficaces dans certains cas précis, et c'est tout ce qu'on appelle le domaine du calcul haute performance, donc tout ce qui est apprentissage automatique, machine learning, les problèmes d'optimisation, les problèmes de classification, la simulation de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux, la cybersécurité, l'optimisation des finances, évidemment, etc., etc.
Donc vous voyez les enjeux ici qui viennent avec en fait la fin de la loi de Moore sur l'informatique qui fait qu'on ne peut plus réduire la taille des composants, on ne peut plus augmenter vraiment la puissance des calculateurs actuels et que les calculateurs actuels en fait sont des machines à réchauffer des hectolitres d'eau par seconde parce que la physique qui est derrière est une physique qui n'est pas quantique exactement. Alors juste en un mot, on est au début de l'aventure. Il faut imaginer qu'on est à la même époque qu'au début des années 40-50 quand les premières machines IBM remplissaient des pièces et étaient interrogées avec des cartes à trous. Hein. On en est là dans le quantique. Et donc les plateformes qui permettent de fabriquer ces ordinateurs sont multiples pour l'instant. Il n'y a pas de champion dont on sait qu'il va forcément remporter la course du développement à cet ordinateur. Il y a 3 grandes plateformes, je dirais, qui sont en tête. Les matériaux supraconducteurs, qui sont en fait investis par Google et IBM, par exemple. Les ions et les atomes, et puis les photons. Et donc moi, je suis une spécialiste de la lumière quantique. Pendant toute ma carrière, je me suis amusée à générer et à manipuler des photons un par un. Donc je vais vous expliquer un tout petit peu comment on peut faire ces technologies à base de lumière, ce qui me permettra ensuite de vous emmener aussi vers d'autres applications près des capteurs quantiques. Alors ce que je veux, c'est générer de la lumière quantique, c'est-à-dire photon par photon, grain de lumière par grain de lumière. En fait, dans la nature, il y a un objet qui émet la lumière photon par photon, c'est un atome. Si je suis capable d'isoler un atome unique dans l'espace et de lui donner de l'énergie, il me la rendra sous forme de photon unique, un seul à la fois. Alors c'est pas très pratique pour faire un ordinateur, si je dois isoler un atome dans le vide. Ce qu'on fait, puisque je suis dans une centrale de nanotechnologie, c'est que je fabrique des atomes artificiels. Donc on fait des petits amas de milliers d'atomes qu'on fait croître avec les outils de la microélectronique. Vous voyez ici ce petit amas d'atomes, on les appelle des nanolentilles, c'est des boîtes quantiques qui font en gros 100 atomes par 100 atomes, fois 3 atomes en direction. On les contrôle électriquement avec des puces et cet objet, on sait qu'il émet des photons un par un. Alors, si je fais un dessin comme ça, je vous dis j'ai un atome qui émet des photons un par un, ça a l'air de bien se passer, sauf que ce photon est aussi une onde, ce n'est pas qu'une particule, et en vrai, il est émis comme ça, mon photon, dans toutes les directions de l'espace. Donc un atome émet un photon à la fois, mais partout. Ça, c'est très inefficace aussi pour faire des composants. Donc on utilise, si par exemple je veux utiliser le photon pour l'envoyer dans une fibre optique pour faire des communications quantiques, ça ne marchera pas. Il y a un autre phénomène physique absolument fascinant qui dont la prédiction théorique est au milieu du XXe siècle, qui dit qu'en fait, si je mets mon atome entre deux miroirs, exactement comme quand vous retrouvez dans un ascenseur et que vous avez des réflexions à l'infini entre ces deux miroirs de vous-même, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de piéger, je vais dire un gros mot, mais je trouve qu'il est beau, le vide du champ électromagnétique. Je piège l'absence de lumière entre deux miroirs, mais très fortement. Et en fait, ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que si je fais ça et que je mets un atome au milieu de ces deux miroirs, eh bien mon atome, je peux le forcer à émettre de la lumière dans une seule direction. Et je vais pouvoir ensuite le coupler très efficacement, le récupérer, le photon, dans une fibre optique et utiliser ça pour faire des applications. Alors en vrai, mon composant fait 40 microns de large, c'est la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. C'est ma cavité, et au milieu, il y a un nano-objet qui fait quelques nanomètres, qui est mon émetteur de photons. Voilà. Alors c'est le cœur de l'invention avec laquelle on s'amuse depuis maintenant une quinzaine d'années. Vous voyez ici la forme que ça a, ça ressemble de plus en plus à des composants électroniques, sauf qu'ils n'émettent pas des électrons, ils émettent des photons un par un. Et on a fait, donc en 2017, on a créé la start-up qui s'appelle Candela, Candela comme la chandelle quantique, qui émet des photons un par un. Et on a commencé par commercialiser ces émetteurs de photons qui ont des applications dans énormément de domaines. Alors pour aller plus loin et vous montrer comment on peut en fait manipuler ces photons pour faire du calcul, je veux vous raconter un deuxième phénomène de physique qui est aussi fascinant, qui décrit en fait l'étrange comportement de deux photons. J'en prends pas un maintenant, mais j'en prends deux. Je prends deux photons, je prends deux photons et j'en envoie un sur une lame de verre
qui va transmettre partiellement le photon et réfléchir partiellement le photon. Donc mon photon va être transmis et réfléchi. Toujours mon histoire de superposition, c'est une onde, il va à la fois être transmis et réfléchi. Si j'en prends un deuxième photon, qui arrive de l'autre côté de ma lame, lui aussi va être à la fois transmis et réfléchi. D'accord? Si maintenant je prends deux photons et je les envoie sur la même lame, j'ai 4 possibilités. Ils peuvent être tous les deux transmis, tous les deux réfléchis, ou un transmis et l'autre réfléchi. Il se passe quelque chose de magnifique en mécanique quantique quand ces deux photons sont absolument identiques. Ils sont tous les deux rouges maintenant, ils sont absolument. Il est impossible pour vous de dire qui est qui. Et en particulier, du point de vue de la sortie, les deux situations du haut, où ils sont tous les deux transmis et tous les deux réfléchis, sont complètement indiscernables. On ne peut pas dire si c'est l'un ou l'autre. Alors malgré tout, l'énergie étant conservée, en fait ce qui se passe, c'est que les deux possibilités du haut s'annulent. On a un signe moins, c'est une interférence comme les interférences optiques que vous connaissez, quand deux ondes sont en phase ou en opposition de phase. Et finalement, en mécanique quantique, si j'envoie deux photons à l'entrée d'une lame, ils sortent ensemble. Toujours. Jamais séparément. Ce phénomène, on l'utilise tous les jours dans mon laboratoire pour manipuler les photons et faire du calcul quantique. J'ai écrit en bas l'état quantique qui est représenté par ces deux photons qui sortent tous les deux à droite ou tous les deux en bas. C'est encore un état intriqué, comme mes pièces de monnaie tout à l'heure. Ce qui m'amène à vous donner en fait une idée de l'architecture d'un ordinateur quantique à base de lumière. C'est un objet assez, sur le papier, assez simple à faire, parce que c'est un objet où on comprend chaque ingrédient. Vous avez d'un côté des sources de lumière qui émettent des photons un par un, à l'autre bout des détecteurs qui vont détecter des photons un par un, et au milieu, tout un circuit optique qui va en fait réaliser ces interférences où deux particules identiques interagissent sur un cube séparateur et sortent ensemble. Voilà, ça c'est l'architecture. Je vais vous donner juste une petite visite guidée. Je ne m'attends pas à ce que vous me suiviez sur l'ensemble du schéma et ce n'est pas le but, je vais juste vous montrer que ça existe. Chez Candela, on a mis sur le cloud, il y a 6 mois, un ordinateur quantique à 6 photons pour la première fois. Vous reconnaissez, ça va être une petite visite guidée, vous reconnaissez à gauche mon petit composant qui émet des photons un par un. Tout ça se passe à moins 269 degrés. Le composant est refroidi à 4 Kelvin dans un cryostat qui fait maintenant la taille d'une valise cabine. Refroidir à ces températures-là, ce n'est plus un problème, on sait faire. Les photons sont ensuite envoyés dans une fibre optique. On les manipule un peu et puis on les envoie ici sur une puce photonique intégrée, simplement, où on va pouvoir contrôler plein de paramètres. Et avec ça, on fait un calcul quantique. Alors, je vous donne 2 exemples. Alors, évidemment, pour l'instant, cet ordinateur ne fait pas des calculs qu'un ordinateur classique ne peut faire. On est au-delà, bien en deçà pour l'instant du seuil où on fera mieux. Pour faire mieux qu'un ordinateur classique, il faut aller vers 70 photons. Là, on est à 6. Donc l'enjeu est encore, c'est dur, mais on va y arriver. Je vous montre quand même avec 6 photons une illustration de calcul qu'on peut faire. L'ordinateur photonique est très bon pour faire de la résolution d'équations différentielles. Si je veux calculer les niveaux d'énergie d'une molécule H2 par exemple, on peut l'encoder avec juste 2 photons et calculer ces niveaux d'énergie en fonction de la taille, par exemple, la distance entre les deux atomes. Un autre exemple qui peut-être vous parlera plus, parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi d'études de machine learning pour essayer de diagnostiquer des tumeurs de manière précoce, de manière non invasive par exemple. Tout ce qui est classification d'images par machine learning, donc là on a fait un truc très simple, classer 3 types de fleurs, d'iris, avec un réseau de neurones quantiques. Vous voyez en fait les résultats où on entraîne la machine à reconnaître, et puis elle le fait toute seule ici en bas avec une très grande efficacité. Pour illustrer la puissance du calculateur quantique ici, ce que je peux vous dire, c'est que on a fait ici avec 3 photons et une petite puce optique facile avec 5 chemins optiques, ce qu'on fait normalement avec un réseau neuronal de 1000 neurones. D'accord ?
la différence de puissance, elle est là. C'est pour ça qu'on doit aller à 100 photons, parce que là, on arrive à quelque chose que les meilleurs supercalculateurs au monde ne peuvent pas faire. On commence à avoir donc des discussions avec des industriels. Donc j'ai pris un exemple avec Alisophile, par exemple, sur le traitement de classification de polymères, qui sont des enjeux de savoir classifier différents types de polymères, que c'est utile en pharmacie, dans d'autres matériaux, l'impression 3D, etc. Et donc nos équipes à Candela ont développé des algorithmes qui mélangent du machine learning classique et quantique pour faire des étapes de classification de manière plus efficace. Donc j'ai choisi dans le transparent suivant juste d'illustrer le fait que quand on m'a demandé de venir ici à cette journée, je me disais mais quel est le lien entre la chirurgie, alors il y a quelques temps j'étais à l'Académie de pharmacie aussi, et le quantique. En réalité, au niveau international, le lien entre les technologies quantiques et les technologies de la médecine est largement lancé dans pas mal de pays. Les communautés se parlent pour essayer de voir ce que l'une peut apporter à l'autre. Voilà, donc je vous ai mis des exemples là de différents rapports qui ont été publiés cette année. Je passe maintenant, je m'arrête là sur l'ordinateur quantique, mais je vais vous parler aussi de capteurs quantiques, alors avec cette jolie illustration d'une mesure de chat Schrödinger, mort et vivant à la fois, où je vais juste prendre deux illustrations. Donc je ne suis pas spécialiste des capteurs quantiques, même si en fait la lumière est aussi une technologie qui pourrait faire beaucoup de choses de ce côté-là, mais on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper dans mon équipe. Mais il y a des gens bien sûr qui travaillent dessus. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la super résolution en imagerie optique. On sait tous que quand on fait une imagerie avec un microscope optique, on est limité par la limite de diffraction. Bon, dans un premier temps. Avec les techniques les plus simples. La première solution pour avoir une meilleure résolution, c'est de faire de l'illumination avec des longueurs d'onde plus petites, bien sûr, avec le danger d'abîmer les objets qu'on regarde avec des ondes trop puissantes, qui contiennent trop d'énergie. Une autre approche qui m'a beaucoup fascinée quand le prix Nobel de 2014 a été attribué, c'est ces techniques de super résolution optique qui exploitent différents phénomènes de non-linéarité optique. Donc ces trois chercheurs, Bedzig, Hell et Mormer, ont inventé différentes techniques de spectroscopie qui permettent d'avoir une meilleure résolution que la diffraction de la lumière en prenant par exemple un faisceau d'une certaine couleur qui va avoir une certaine taille de diffraction et un deuxième mis en anneau qui va en fait dépléter les niveaux d'énergie en forme d'anneau. Ce qui fait que le résultat c'est un spot effectif beaucoup plus petit. Toutes les techniques ont été proposées et c'était intéressant, j'étais une des premières conférences de ces 3 prix Nobel aux États-Unis quand ils l'ont présenté. Ils étaient tous un petit peu inquiets de la puissance de lumière utilisée dans ces techniques et des limites que ça pouvait avoir sur l'étude de tissus vivants par exemple. Alors une possibilité qui est explorée par les physiciens, c'est d'utiliser l'intrication pour avoir plus de résolution spatiale sans augmenter l'énergie qu'on envoie sur l'échantillon. Je reviens à mon petit schéma, vous vous rappelez de mes deux photons qui sortent forcément ensemble. J'ai créé un état que j'ai décrit comme 2,0 plus 0,2. En fait, on peut créer des états qu'on appelle noon, c'est très joli, c'est n0 plus 0n. Ils sont n d'un côté, 0 d'un côté, ou 0 d'un côté et n de l'autre. Donc c'est un état à n photons. Ce qu'on peut montrer, ce qui est montré sur ces petites images-là, c'est que ces états à n photons, donc ça c'est n égale 1, 2 et 3, en fait, si on regarde en fait leurs variations, leurs interférences sur une surface, en fait, elles vont avoir des oscillations qui sont comme la longueur d'onde divisée par n. Donc on va pouvoir gagner un facteur n en résolution en prenant des états à n photons intriqués, de basse énergie qui ne vont pas abîmer les matériaux et qui permettront de gagner en résolution. Je vous ai mis une illustration d'un papier très récent qui étudie avec ces techniques, c'est de la spectroscopie de corrélation qui permet de faire de l'imagerie avec une précision beaucoup plus forte. Donc ça c'est des cellules cancéreuses, peut-être que vous le voyez, moi je vois rien, mais c'est écrit que c'est des cellules cancéreuses. Avec une bien meilleure résolution d'imagerie qu'avec un microscope classique. Si vous voulez en savoir plus, il y a un jeune chercheur qui a été embauché à Sorbonne Université dont c'est la spécialité. L'autre exemple que je voulais vous montrer sur
tout ce que les technologies quantiques deuxième génération peuvent apporter, c'est une façon de faire plein de capteurs à partir de centres colorés dans le diamant. Donc le diamant, c'est une chaîne de carbone dans les 3 directions de l'espace. Et quand vous mettez un défaut là-dedans, bah, votre diamant il devient bleu, rose, jaune, etc. Donc c'est ça qui donne la couleur du diamant. C'est que quand on enlève un atome de diamant et par exemple on le remplace par un atome d'azote, nitrogen, d'azote, en fait votre diamant va émettre de la lumière rouge. Et on est capable de faire un seul défaut dans un diamant, et ce défaut va se comporter comme un capteur extrêmement sensible au champ magnétique, au champ électrique, à la pression, à la température. Et donc en fait on fait toutes sortes de capteurs avec ces petites particules de diamant dans lesquelles on a créé un seul défaut. Et ce diamant, alors je vous donne un exemple, ça c'est un spectre de fluorescence de ce diamant sans champ magnétique, et si je mets un millitesla de champ magnétique, on a les deux raies, une raie qui se transforme en 2 raies, et ça permet de mesurer des champs très faibles. Donc j'ai pris un article de revue là qui vous donne un peu toutes les applications possibles de ces centres colorés, par exemple pour faire des thermomètres très localisés avec une précision nanométrique, pour faire des mesures de champs magnétiques in vivo avec une résolution aussi nanométrique, étudier qu'est-ce qu'on a ici, donc aussi des mesures de champs magnétiques à la surface avec des grands ensembles, etc. Donc, et voilà l'activité électrique ici. Donc je vous ai donné un autre exemple. Là c'est la mesure des activités neuronales. Donc c'est des mesures de champs magnétiques qui sont faites en fait avec ces petits capteurs qui sont répartis autour de la tête du patient et qui apparemment donnent des résultats comparables avec d'autres techniques qui sont à base de matériaux supraconducteurs, les squids, que vous connaissez peut-être. Alors, de la même façon, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais si vous voulez en savoir plus, alors d'abord, il y a une start-up qui maintenant commercialise tout un tas de microscopes à base de ces objets-là, qui sont utilisés dans de plus en plus de domaines. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, le professeur Jean-François Roch à l'ENS Paris-Saclay est absolument un spécialiste du domaine. Voilà, je suis arrivée au bout de mon exposé. Je vais vous présenter mes équipes. En haut, l'équipe au CNRS, quand on a pris un petit moment de détente en Bretagne, non, pardon, en Normandie. Ouh là là, en juin dernier. Et en bas, l'équipe de la start-up Candela, quand c'était le soir où on emballait notre premier ordinateur quantique qui a été livré et installé à Croix chez OVH. Et en bas, je vous ai mis une petite animation qui vous montre un petit peu, illustre un petit peu vers quoi on va au niveau technologique. Alors pour ne pas terminer dans le noir, j'avais préparé un dernier transparent pour vous dire qu'il se passe énormément de choses dans le domaine. Depuis, en fait, il y a eu un espèce de départ lancé par la Chine faisant ses communications par satellite dans l'espace. Le monde entier s'est réveillé en se disant mais au fait on peut faire des applications avec ça. L'Europe a lancé un premier flagship sur les technologies quantiques en 2018. La France a lancé un plan quantique en janvier 2021. L'Europe depuis a lancé un European Quantum Fleet. Il y a des outils partout pour développer toutes les technologies dont je vous ai parlé. Et en bas à gauche, je vous ai mis une petite courbe d'investissement dans le domaine privé qui accélère violemment depuis 3 ans. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes tout à fait dans les temps et nous avons le temps de quelques questions, si certains osent se lancer. Faut pas hésiter. Hein. Oui, Philippe Cornu, neurochirurgien. Alors, le micro a disparu. Merci beaucoup. D'abord pour vous remercier. Merci à vous. De vous initier à ces nouvelles technologies. Et vous poser une question finalement. Là, vous avancez, je comprends, finalement, en essayant d'établir un certain nombre d'expériences pour permettre de mieux centrer votre connaissance et ce que vous pouvez obtenir, finalement, de ce nouvel outil. Mm-hmm. Mais
qu'espérez-vous finalement faire au niveau, par exemple, de la médecine? Est-ce que c'est, comme vous nous l'avez montré, l'analyse très profonde et très parfaite de cellules cancéreuses et peut-être leur développement? Alors, la difficulté, c'est que je ne sais pas précisément vos besoins. Ce que je peux dire, c'est que je sais que, par exemple, j'ai fait l'exemple des analyses d'images pour essayer d'identifier des cellules cancéreuses, etc. Je sais qu'il y a des thèses qui étudient la possibilité de faire des diagnostics plus précis avant de faire des biopsies, etc., etc. Le machine learning quantique a pour vocation de faire toutes ces études qui requièrent beaucoup de paramètres de manière beaucoup plus efficace. Donc tous les problèmes qui impliquent en fait une puissance de calcul importante, que ce soit alors de l'optimisation, je ne sais pas s'il y a des thématiques d'optimisation, mais j'imagine que oui, en chirurgie, des techniques de diagnostic différenciant. Alors en fait, ce que m'expliquent mes collègues, alors moi je suis physicienne, hein, et là en fait j'arrive à la limite de mes capacités, hein, parce que on commence à rentrer dans l'utilisation de ce que je fabrique pour faire de l'algorithmique. Ce qu'on m'explique, c'est que ce que fait bien l'ordinateur quantique, c'est de repérer des signaux faibles. Oui, bien sûr. Bah, c'est pas évident en fait que l'ordinateur quantique repère bien les signaux faibles, et donc peut-être que le signal faible c'est quelque chose qui est important en médecine. Peut-être, oui. Voilà. Donc c'est une des premières choses que je peux imaginer. Je ne sais pas répondre de manière exhaustive. Et en fait, je suis ravie d'être ici parce que si vous êtes curieux et que vous avez des idées de sujets qui sont difficiles à répondre, c'est là qu'on doit faire le lien. Je dois mettre en face de vous des gens qui, eux, savent faire le calcul quantique d'un point de vue algorithmique, et on réfléchit ensemble si on trouve une application qui est adaptée à votre problème, qui fait un gain et qui permet même de faire un calcul que l'ordinateur classique ne saurait pas faire. Merci beaucoup. En tout cas. Merci. Alors, une question qui nous interpelle tous. Dans quelle mesure les ordinateurs quantiques vont-ils performer l'intelligence artificielle et la capacité d'améliorer le deep learning à partir de bases de données extrêmement importantes pour aller encore plus vite et donner un sens à la recherche algorithmique? Alors, la réponse que je vais vous donner, c'est que la raison pour laquelle Google s'est lancé dans le quantique, c'est pour le machine learning. C'est par la limitation du machine learning qui requiert des puissances de calcul absolument phénoménales et qui atteint vite ses limites. Je l'ai donné l'exemple de 3 photons versus 1000 neurones. Voilà. Voilà. Donc c'est ça le sujet. En fait, l'un va soutenir le développement de l'autre en espérant que le coût, si je puis me permettre, que le coût énergétique du calcul baisse dans l'affaire. Pour un calcul égal, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens de faire plus de calculs parce que c'est plus facile. Mais à calcul égal, une machine quantique devrait permettre de faire un calcul avec beaucoup moins de ressources et moins d'énergie. J'ai une question sur la puissance et les qubits. Vous avez dit que si vous êtes à 6 photons et qu'il faudrait monter à une centaine, mais est-ce que justement votre approche à vous, photonique, va vous permettre d'aller plus vite pour monter en puissance, donc en qubits, ou pas par rapport aux techniques notamment de refroidissement pur? Ouais. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 3 grandes plateformes. Chacune a un énorme défi pour augmenter le nombre de qubits. Toutes. Et le défi n'est pas le même. Les qubits supraconducteurs, donc le plus gros qu'a fait IBM ou Google, c'est 150 qubits fabriqués sur une puce. Et après, il y a l'empreinte physique de cette puce-là qui fait que c'est fini, quoi. Ils ne peuvent pas en mettre plus que ça. Et pour faire un ordinateur avec plus que 150 qubits, il faudra 2 puces. Et entre les deux, il va falloir faire quelque chose pour les connecter. Ce quelque chose, ce sera de la lumière. Pareil avec les atomes. Les atomes, on arrive à piéger une quinzaine, une vingtaine d'atomes, des ions en fait plutôt. Et une fois qu'on a fait ça, on est un petit peu coincé. En fait, on a plein de problèmes d'ingénierie pratique, quoi. Et pour en mettre plusieurs, pareil, il faudra un photon. Donc en fait, le photon se positionne comme une particule pour faire du calcul quantique qui est différente des autres, parce que, alors, elle n'est pas, ça se propage à la vitesse de la lumière, on ne le piège pas, etc. Et la vision qu'on a, alors ça va être très très dur, hein, ça va être infiniment dur, mais la vision qu'on a, c'est que je vous ai parlé de 2 photons qui sont intriqués. Ce qu'on est en train de générer actuellement, c'est des états où il y a plein de photons qui sont intriqués. C'est un peu comme, c'est comme si je tricotais les photons. J'ai une machine
qui génère mes photons, les tricote, tac, 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 ils descendent. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, je les mesure et je fais du calcul quantique. Et donc, dans l'aspect passage à l'échelle, ce que je viens de dire est infiniment dur, mais d'un point de vue pratique, c'est la même machine, je tricote, et j'ai pas d'empreinte physique limitée. C'est un petit peu la différence entre les trois plateformes. Après, je vais être très terre à terre. Quand on est dans cette aventure-là, moi j'ai 50 ans, je ne sais pas si je verrai un ordinateur quantique à 10 000 photons avant ma retraite, quoi. Ça serait vraiment incroyable. Donc, ce que je me dis, c'est que tout ce qu'on fait là pour l'ordinateur quantique en développant des photons uniques, des 2 photons, 3 photons, 5 photons, 6 photons, etc., j'espère que vous avez perçu qu'en fait, on peut s'en servir pour faire plein d'autres choses que du calcul quantique. On peut en faire des capteurs quantiques pour faire de la super résolution d'images, on peut en faire des communications quantiques, etc. Et d'une certaine façon, ce qu'on s'est donné comme objectif à Candela, c'est que c'est tellement dur. On se donne un objectif extrêmement dur, mais on sait que sur le chemin, on devrait générer des trucs qui servent à plein d'autres choses. Ce qui est plus difficile à dire des autres plateformes, je dirais. Oui, une question comme ça. Est-ce que pour des petites machines, les appareillés en série ou en parallèle pourraient apporter... Oui, on les met en parallèle. Ouais. En fait, on n'appelle pas ça en parallèle, on va intriquer plusieurs machines. On va intriquer plusieurs... Pour faire un ordinateur quantique plus puissant, on peut faire plusieurs petits ordinateurs et les intriquer les uns avec les autres, via un photon. C'est ça l'objectif. Ah oui, c'est Baïd de Tunisie. Je voulais féliciter M. le Président Reichmann, M. Joanny, pour avoir choisi une si brillante conférence. Je crois que c'est vrai que les chirurgiens, à mon sens, ne sont pas tellement habitués à suivre ce type de conférence qui est vraiment up-to-date et elle nous donne de l'appétit. J'en suis ravie. Alors, moi, j'ai une première question, c'est plus une suggestion. Y a-t-il une place à ces essais quantiques pour les obésités énormes, morbides? Oh, je ne sais pas. Parce que c'est une question qui doit se poser. Obésité morbide, on fait de la chirurgie, je crois qu'on n'a pas réglé les problèmes. Donc à ce moment-là, peut-être parce qu'on a trouvé des pathologies neuronales chez des malades qui ont une obésité maintenant énorme, morbide. Je ne sais pas comment vous gérez ça. La deuxième question concernait la polypose rectocolique familiale. C'est un peu... donc je crois que c'est pas encore... Voilà, il y a des cas nombreux de polypose avec des dégénérescences, avec des malades de métastases hépatiques. Donc pour ces malades-là, peut-être qu'une étude préliminaire de quantique pourrait aider à une prise en charge efficiente. Attends. Alors moi, ce que je vais vous répondre, c'est que visiblement, on a un gap de langage. Et c'est la première chose à combler pour réussir à voir ce que nos machines peuvent vous apporter et quelles bonnes idées vous pouvez nous donner en termes d'application. Voilà, donc c'est le lien de langage. Vous avez un peu approché la réponse à la deuxième question, dans la mesure où vous avez montré la possibilité d'amélioration d'image, d'une interprétation extrêmement rapide, donc d'une possibilité de diagnostic tissulaire pratiquement en temps réel, ce qui ne peut qu'intéresser les chirurgiens ou les endoscopistes. J'essaye de répondre en mots simples à votre question. Je voudrais vous remercier parce que ça fait des années que j'essaye de lire les livres d'Einstein et d'autres et que je trouve que... Si, en 5 minutes, vous avez fait... le quantique. Non, je faisais une grimace sur le fait de lire les livres d'Einstein, je trouve que vous êtes très courageux. Je voudrais poser une question totalement différente. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je passais près de Melun à IBM, je voyais effectivement des monstres d'ordinateurs avec des cartes perforées, vous l'avez évoqué au début, et je voudrais me placer d'un côté un peu bête et écologiste du grand public. Est-ce qu'on peut vous poser une question assez simple, c'est quel est le retentissement de la manipulation photonique, parce que je vois qu'il faut refroidir de façon considérable, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des pressions, puisque vous savez qu'il y a des pressions déjà médiatiques qui disent qu'on utilise trop l'ordinateur, que ça fait exploser la planète. Vous avez parlé d'OVH tout à l'heure, il y a la moyen de mettre nos données. Donc quelle est un petit peu votre sensation? Vous avez des gens qui peuvent dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc à sacler? Qu'est-ce qui nous emmène avec ça? Oui, bien sûr. Donc, alors,
quand on commence à aborder les sujets de coûts énergétiques et de dépenses énergétiques, il faut absolument être prudent dans tout ce qu'on va dire, parce que même si je développe une technologie qui sera plus favorable et moins gourmande en énergie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un effet rebond qui fait qu'à la fin, on dépensera bien plus d'énergie qu'au départ. Donc, voilà, ça c'est en dehors des mains du scientifique, malgré tout, qui développe une machine. Je veux juste dire quelque chose de fondamental qu'on est en train d'explorer, que j'aime beaucoup. Quand je vous ai dit que le 0+1 était très sensible à la mesure, je vous ai donné l'exemple par exemple du choc. Un choc d'un électron dans une superposition, ça tue la superposition quantique. Ce choc, c'est la température. Donc par définition, un ordinateur quantique ne génère pas de chaleur. Parce qu'il ne peut pas fonctionner. Enfin, le fonctionnement même de la machine, au niveau le plus fondamental, ne peut pas encaisser la moindre chaleur. Donc finalement, cette histoire de refroidissement, pour le coup, là, on est tranquille, on refroidit une fois, aller 300K à 4 Kelvin, ça coûte de l'énergie, mais rester à 4 Kelvin, ça coûte pas grand-chose comme énergie, et beaucoup moins d'énergie que les supercalculateurs qui sont en train de réchauffer des villes entières. Ensuite, le diable se cache dans les détails. Bien sûr, cette machine fondamentale qui fonctionne ne pouvant pas dissiper de chaleur, elle est connectée à notre monde via des fils, des électroniques et des machins qui, elles, vont quand même dépenser un peu d'énergie. Donc en fait, on a lancé récemment ce qu'on appelle, j'ai une amie, Alexia Ofev, chercheuse à Singapour, qui a lancé une initiative qui s'appelle Quantum Energy Initiative, qui a pour but d'étudier sérieusement cette question du coût énergétique de toutes les machines qu'on fabrique dans cette technologie. Voilà. On est en train de faire une interface de choc entre une fondamentaliste absolument fantastique qui est complètement en dehors de notre sphère et puis notre sphère qui, effectivement, nous, on cherche aussi à savoir un peu plus et faire avancer nos choses. Est-ce que dans votre travail habituel, dans votre organigramme, est-ce qu'il y a une interface qui permet d'essayer de trouver comment on peut jouer au ping-pong ensemble et faire en sorte que... Je vous ai dit, on a une équipe d'ingénieurs d'application chez Candela, dont c'est le métier, d'aller au contact des gens qui ont des problèmes, qui se posent des questions d'application concrètes. Donc ils travaillent avec EDF sur la détection de fissures dans les barrages, ils travaillent avec des banques pour repérer les petits signaux faibles qui disent que ça va mal se passer, etc., etc. Donc en fait... On va autoriser une dernière question, merci. Voilà, non, très vite. On a vu que finalement ces machines, vous les mettez à distance, vous les mettez à disposition à distance. C'est ce que j'ai vu. La programmation, c'est-à-dire si je veux faire un calcul, etc., il faut une formation très importante. Alors, j'ai enlevé le slide. Est-ce que vous avez une interface? J'ai enlevé le slide. Vous avez choisi une interface. Je l'ai peut-être encore. Non, je ne l'ai plus. C'est la 42. Oui, elle n'est plus. J'avais un slide pour vous montrer ça, qu'effectivement, donc la formation, bah oui, il faut se former, mais on a une interface en Python, donc on a créé un langage de programmation qui permet en Python de parler à la machine quantique. Et il y a des tutoriels. En fait, on est dans une technologie de rupture, on construit les machines en même temps qu'on construit la communauté qui va s'en servir. Donc c'est notre devoir de mettre des outils au fur et à mesure, même si on n'a que 6 photons, à disposition pour que les gens commencent à s'en emparer et à faire des petits calculs. Donc si vous aimez coder en Python, il y a tous les tutoriels pour apprendre à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, c'était à la hauteur à laquelle j'espérais cette fin de séance. Alors, je ne sais pas si on a tout compris. Moi, j'ai compris une chose, c'est que quand j'offrais un diamant, j'offrais une chaîne de carbone. C'est pas très poétique, je ferai attention. La physique est à la base de tout, vous nous l'avez rappelé, et je pense que c'était l'idée de cette conférence. C'est qu'on sent bien que les choses évoluent, s'accélèrent. On parle beaucoup de ChatGPT, là je crois qu'on va beaucoup plus loin. Et je crois que c'était important pour nous de mieux comprendre. D'abord, comment vous faisiez évoluer votre recherche. Je crois que c'était important de rentrer un petit peu dans votre laboratoire, d'essayer d'établir un lien, comme ça vient d'être
proposé, et comme vous l'avez proposé avec certains intervenants de votre laboratoire, et c'est tout à fait dans l'esprit de... Alors là, on n'est plus à chirurgie 4.0, on est d'emblée à chirurgie 1000.0, je crois. Mais enfin, il faut savoir viser haut. Et je crois que ce qui était important, c'est que vous l'avez exposé de façon claire, j'ose pas dire lumineuse en parlant de photos, mais c'est l'impression que l'on a eue. L'autre impression, et c'est la dernière diapositive, c'est qu'on a le sentiment qu'encore une fois, les choses s'accélèrent et que nos sociétés vont forcément être très influencées par ce que vous allez montrer. Donc, ça touche l'humanité, l'humain, le bien commun. Et je crois que c'est là où on rejoint certainement l'ordre de la pensée, peut-être la pensée philosophique, et ça nous fait le lien à nouveau avec Blaise Pascal que j'évoquais à l'introduction. Voilà, encore merci beaucoup madame, merci à tous pour avoir participé à cette séance, et c'est le moment d'aller au cocktail.